Avant tout, quand nous parlons d'accessibilité numérique, il faut bien comprendre que l'accessibilité, c'est un droit humain qui est intégré dans la Convention de l'Organisation des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. C'est-à-dire que les personnes handicapées ont droit, comme les autres, à accéder à la société, à l'information, au cadre bâti, comme tout le monde. Et si cet accès n'est pas garanti, il y aura des barrières, des obstacles et de nouveau une exclusion de ces personnes. Oui, mais d'ailleurs, dans la loi de 2005, on avait déjà l'accessibilité en fait, qui était citée, hein, même si on parlait très peu du numérique à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu différent, hein, puisque je pense que Access 42, comme Microsoft, on est concerné fortement en fait, par cette thématique. On va peut-être aussi resituer l'accessibilité, puisqu'en fait, on a deux problématiques à adresser dans l'accessibilité. On a à la fois l'accessibilité, les solutions et les outils qui vont être utilisés par des personnes qui ont besoin en fait, de ces solutions, mais on va aussi avoir besoin de sensibiliser à la fois les développeurs qui développent des sites ou des applications accessibles, et puis les personnes qui créent des documents. On en reparlera peut-être de la communication inclusive, puisqu'en définitive, le simple fait de créer un document accessible permet aussi à tout le monde d'accéder aux informations contenues dans ce document. Pour revenir aux personnes concernées par l'accessibilité numérique, il ne faut pas oublier que la loi de 2005 définit un grand éventail de personnes concernées. Et ça ne concerne pas seulement les personnes qui ont un handicap qui se voit, donc quelqu'un qui ne voit pas, qui est en fauteuil roulant, etc. Mais toutes les personnes qui ont un handicap invisible, cela concerne quand même 80% des personnes. Et une personne sourde, on ne voit pas qu'elle est handicapée. Une personne qui a des douleurs ou des problèmes de santé invalidants, c'est aussi un handicap, mais ça ne se voit pas non plus. Et pourtant, elle a besoin de l'accessibilité numérique. Alors moi, je peux même citer un exemple, puisqu'en fait, j'ai une dysorthographie. Et donc, quelque part, ma dysorthographie fait que ce n'est pas quelque chose qui se voit, mais grâce aux outils et aux solutions numériques, on peut être aidé, être accompagné pour produire des documents en évitant les fautes d'orthographe notamment. D'ailleurs, ça me fait rebondir puisque je suis, étant aveugle de naissance, je suis concernée par l'accessibilité numérique, non seulement dans ma vie privée, pour faire mes courses, etc., mais aussi dans ma vie sociale, puisque je suis investie dans les associations de parents d'élèves, donc aussi concernée par les problèmes d'éducation, puisque les outils que les personnes utilisent dans les établissements scolaires, parce que les actions se font uniquement à la souris souvent, ou c'est des tableaux, des choses assez inaccessibles. On reçoit souvent de la part de l'administration des écoles des documents scannés, numérisés, réimprimés, donc qu'ils arrivent en PDF image, et donc avec ma technologie qui est un lecteur d'écran couplé à une synthèse vocale et du braille, je ne peux pas lire les documents images, sauf si je fais l'effort de renumériser de mon côté, et donc ça me coûte beaucoup d'efforts. Et évidemment, dans l'entreprise, j'utilise au quotidien l'accessibilité numérique, puisque grâce aux outils dont je me sers, je peux communiquer avec mes collègues et faire mon travail. Oui, d'ailleurs, si on parle rapidement des outils, côté Microsoft, on a pris la décision d'infuser en fait dans toutes les solutions que l'on a, que ce soit Windows, Office et puis la plupart des produits que l'on crée, des fonctionnalités d'accessibilité. On ne se dit pas expert en solutions d'accessibilité, on veut simplement que ces solutions soient nativement disponibles pour tous. C'est compliqué d'être dans un environnement digital et de ne pas bénéficier d'un lecteur d'écran, même si ce n'est pas le dernier ou le plus à la pointe, mais au minimum qu'il en existe un. Et donc l'objectif, c'est que toutes ces solutions puissent permettre de servir tous les utilisateurs de nos solutions Microsoft. Quand on regarde du côté des entreprises, l'accessibilité numérique est souvent peu connue et peu prise en compte pour une personne qui arrive avec un handicap. Déjà, c'est un peu difficile pour la personne de déclarer son handicap, de dire qu'elle a un handicap, parce qu'ensuite elle risque d'être stigmatisée, peut-être mise dans un placard, parce que les options, les fonctions qu'elle fait ne correspondent pas. La difficulté pour les personnes qui ont un handicap et qui sont dans une entreprise, c'est que souvent les applications utilisées dans cette entreprise, donc les applications métiers qui permettent par exemple de déclarer ses congés, de faire des demandes de congés, sont inaccessibles et ne sont pas soumises encore à la loi, puisque quand elles sont créées avant 2018, elles ne peuvent pas, elles pourront être rendues accessibles uniquement quand on aura décidé de refondre, de refaire l'application. L'autre difficulté dans l'entreprise, c'est que comme on ne connaît pas le handicap, on a souvent peur, en tant que chef d'entreprise,
d'embaucher une personne différente, une personne avec différentes facultés ou difficultés. Donc souvent, les entreprises n'embauchent pas de personnes handicapées, elles doivent payer une amende, hein, puisque les entreprises qui embauchent plus de 20 salariés ont l'obligation de payer cette amende si elles n'embauchent pas 6% de personnes handicapées. Donc elles doivent payer une amende. Heureusement quand même, ce qu'elles payent comme amende, ça permet de financer le poste du travail des personnes qui en ont besoin. Donc par exemple une rampe ou une plage braille pour les personnes qui ne voient pas ou des services de traduction en langue des signes pour les personnes qui en ont besoin. Et ce qui manque dans l'entreprise aujourd'hui, c'est d'informer les collaboratrices et collaborateurs des spécificités des personnes qui ont un handicap. Alors je suis entièrement d'accord, effectivement. Alors moi déjà dans mon rôle de référent handicap, ça fait partie de mon rôle globalement de créer les conditions permettant d'accueillir des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, puisque effectivement un référent handicap c'est spécifiquement sa mission. Maintenant la vraie problématique c'est que l'accessibilité est aujourd'hui trop limitée aux aides ou en tout cas aux accompagnements que l'on peut faire pour répondre à des aménagements de poste de tel ou tel collaborateur. Le vrai souci aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas que ça reste cantonné, on va dire, aux ressources humaines et à la mission handicap. Il faut que ça remonte à la fois vers les équipes informatiques qui vont mettre à disposition ces solutions pour les collaborateurs, mais il faut aussi que ça remonte auprès des gens qui vont développer le site internet, par exemple, de l'entreprise, parce que c'est impossible aujourd'hui, dans la situation, en tout cas pour une grande entreprise, c'est inadmissible de ne pas créer un site internet accessible à tous. Et puis, ça doit remonter un peu partout, puisqu'en définitive, les services de communication et de marketing, eux, se doivent aussi d'avoir de la communication inclusive, que ça soit en interne dans l'entreprise pour couvrir tous les collaborateurs, mais que ça soit aussi en externe, puisqu'on va participer à des salons, on va participer à des événements, on va produire peut-être des newsletters, des choses comme ça. Tout ça se doit d'être aussi accessible. Et donc cela signifie que les personnes qui créent ces contenus, les personnes qui accompagnent les salariés de l'entreprise dans la mise en place du poste de travail soient sensibilisées et formées à la nécessité de créer des documents accessibles, de comment paramétrer l'outil de travail pour que la personne puisse l'utiliser correctement, pas mettre des freins, par exemple dans l'outil informatique, dire je vous coupe les droits administrateurs pour installer tel ou tel logiciel, autoriser l'utilisation de logiciels qui seront plus accessibles que d'autres. Donc ça demande vraiment un dialogue entre tous les acteurs et les actrices de l'entreprise et la personne concernée par le handicap. Et puis justement, la difficulté dans l'aménagement de poste d'un collaborateur, c'est que c'est toujours du sur-mesure. Or, si on regarde le poste de travail qui est proposé par une équipe informatique en interne dans les grandes entreprises, ils essayent au maximum de standardiser. D'où l'intérêt en fait de pouvoir infuser dans toutes les technologies standards et tous les produits standards type Windows et Office, ces fonctionnalités d'accessibilité, puisque du coup, devenant standard, c'est disponible pour tous les collaborateurs ou les collaboratrices de l'entreprise. Alors oui, les enjeux business en fait sont très importants parce qu'on voit l'accessibilité aujourd'hui comme un coût dans l'entreprise. Il faut globalement acheter des logiciels, il faut acheter des solutions adaptées, mais en définitive, il ne faut pas oublier aussi que ça apporte des bénéfices à l'entreprise. On a parlé de recrutement et du fait de créer un environnement accessible pour attirer des talents en situation de handicap, mais la diversité en fait démontre qu'en définitive, une entreprise plus diverse et plus innovante, puisqu'elle va créer des produits et des solutions qui vont permettre de répondre à toutes les différences, toutes les difficultés aussi que peuvent rencontrer des gens qui ont besoin d'accessibilité numérique. Au-delà de ça, l'étude a montré que, économiquement parlant, toutes les entreprises qui s'intéressent à cette diversité sont plus performantes que les autres. Elles ont davantage de bénéfices. Je crois que c'est 30% de bénéfices supplémentaires par rapport aux entreprises qui ne s'y intéressent pas. Parce qu'en définitive, finalement, la richesse principale d'une entreprise, ce sont les hommes et les femmes qui la composent. D'où l'intérêt d'avoir les meilleurs talents et d'où l'intérêt de ne pas se couper des fameux 18 à 20% de personnes en situation de handicap. On voit souvent des personnes qui travaillent dans une entreprise ou dans une administration qui n'ont plus accès à leur logiciel parce que le logiciel a changé et il est devenu inaccessible, ce qui entraîne qu'elles sont mises à l'écart de leur emploi et peuvent même perdre leur emploi parce qu'elles ne peuvent plus travailler dans des conditions satisfaisantes. Et cela a pu
pu même mener à une plainte auprès du défenseur des droits, puisque la personne n'était plus en mesure de travailler et avait perdu son emploi. Donc l'enjeu aussi de faire accessible et d'intégrer l'accessibilité dans l'entreprise, c'est de garantir l'emploi de la personne qui a un handicap et de maintenir la personne dans son emploi. Oui, parce qu'effectivement, dans les obligations légales, on peut parler à la fois de l'obligation des bâtis, hein, de toute la partie architecture du bâtiment. On a parlé de l'accessibilité numérique au sens créer des logiciels accessibles, etc. Mais oui, il ne faut pas oublier qu'il y a une non-discrimination obligatoire dans les entreprises. Et effectivement, sur cette non-discrimination, l'entreprise souvent ne fait pas le nécessaire, entre guillemets, pour fournir à tout le monde des solutions. Et comme on sait qu'un certain nombre de personnes ne se déclarent pas en situation de handicap, c'est d'autant plus pénalisant puisqu'en fait ces environnements n'étant pas disponibles pour tout le monde, mais uniquement pour les personnes déclarées, quelque part il y a une perte de productivité de ces employés qui n'ont pas de solution adaptée. L'environnement accessible idéal pour une personne qui a un handicap, c'est proposer déjà l'accès à l'interface, si la personne doit utiliser l'outil informatique, que l'interface réponde aux recommandations d'accessibilité, donc qu'il n'y ait pas que des actions qui vont se faire à la souris, ou que des éléments graphiques n'ayant pas d'équivalent textuel, puisque les logiciels ne sont pas des humains et parfois ne peuvent pas décrire ce qui se passe au niveau graphique, que s'il y a des réunions ou des messages audio, que ces messages puissent aussi être sous-titrés pour permettre à une personne qui n'entend pas ces messages ou qui a du mal, quand tout le monde parle en même temps, à comprendre ce qui se dit. Donc il faut que ces outils soient créés de façon accessible. Oui, si tu me permets d'ailleurs Sylvie de rebondir sur ce sujet-là, puisque avec la période qu'on a vécue avec le Covid-19, on a eu énormément en fait, de gens qui ont travaillé depuis leur domicile, et puis maintenant le télétravail est devenu institutionnel, entre guillemets, et donc quelque part se retrouver en situation de handicap chez soi sans avoir la capacité finalement à se joindre à des réunions et à pleinement participer aux échanges, c'est un vrai souci. Oui. Le côté environnement collaboratif est rendu encore plus difficile avec la distance. D'ailleurs, tu me disais, je crois Sylvie, que justement c'était une difficulté que tu rencontrais de temps en temps. Oui, justement, en ce qui concerne le télétravail, quand nous avons tous été confinés, et le logiciel qui est très bien que j'utilisais à l'époque pour lire, cette interface n'était pas très efficace, surtout quand j'étais toute seule devant mon écran. Donc nous avons fait une demande de financement pour acheter un logiciel malheureusement payant et très cher, mais qui fonctionnait mieux avec les outils collaboratifs, donc dans l'édition de texte notamment. Et comme ça, j'ai pu être plus efficace dans le télétravail, participer aux réunions sans avoir à prendre les moyens de transport et me perdre, etc. Ça, c'est vrai que c'est bénéfique. Mais malheureusement, s'il y avait un plantage, parce que même si les outils plantent un peu moins maintenant, puisqu'ils évoluent dans le bon sens, s'il y a un plantage, c'est vrai que si vous êtes tout seul ou toute seule devant votre écran, le ou la collègue ne pourra pas vous donner de coup de main, puisque s'il plantage, l'ordinateur s'éteint et donc la connexion visio s'éteint aussi. Oui, alors d'ailleurs, tu parlais du fait que ces solutions, ces logiciels, en fait, évoluaient dans la bonne direction, on va dire. Mais effectivement, une grosse partie des solutions bénéficie aussi de l'évolution de tout ce qu'on a comme technologie d'intelligence artificielle, puisque dès qu'on commence à parler de reconnaissance vocale, par exemple pour du sous-titrage pour des personnes sourdes ou malentendantes, ou quand on va parler de production de documents avec de la dictée vocale, ça peut permettre, entre guillemets, d'améliorer les choses, même si aujourd'hui ça peut encore être perfectible dans certaines situations ou certains environnements bruyants, ça va vraiment dans le bon sens pour améliorer l'accessibilité pour tous, en fait, de ce type de solution. C'est vrai qu'il est plus facile maintenant d'obtenir les livres dans un format électronique, le braille prenant énormément de place. Les Misérables, ça fait quand même 50 volumes, donc ça ne se transporte pas dans un sac à main. Alors que Les Misérables sur clé USB, oui, je peux le transporter dans mon sac à main ou dans mon téléphone. Donc ça, c'est clair. Et donc le numérique a effectivement de gros avantages, puisque nous pouvons accéder au contenu comme les autres personnes. La façon dont les contenus sont conçus doit rester accessible en fonction des recommandations qui existent sur le sujet. Oui. D'ailleurs, pour parler par exemple de la voix, de voix synthétique par exemple, je trouve que dans les quelques dernières années, le fait d'avoir des voix un peu plus naturelles donne un confort d'écoute. Si on regarde un petit peu les ouvrages, jusqu'à présent, les ouvrages lus étaient des ouvrages lus par des acteurs.
mais globalement, les maisons d'édition vont se concentrer sur les best-sellers, entre guillemets. Et donc, si on veut accéder à de l'information qui n'est pas ou pas considérée comme un best-seller, on se retrouve avec une voie de synthèse. La voie de synthèse, de temps en temps, on est à la limite de l'écoute, entre guillemets, mais on n'apprécie pas forcément la qualité, entre guillemets, de la retranscription synthétique. Aujourd'hui, on va quand même dans un sens où la voix devient un peu plus humaine, même si ce n'est pas encore non plus parfait, mais on va aussi, là encore, dans le bon sens. Ça aussi, c'est très personnel. Il y a des personnes qui vont préférer la lecture de livres avec la voix humaine et d'autres qui préfèrent la voix de synthèse parce que on peut accélérer énormément le rythme de lecture, donc ça va très très vite. Mais c'est vrai que souvent, il y a des gens aussi qui disent qu'ils préfèrent lire eux-mêmes en braille. Et si on limite tout au livre audio, par exemple, en ce qui nous concerne, ce sera la perte de l'utilisation du braille, qui est un outil formidable pour permettre aux personnes de lire les documents sans faire de faute d'orthographe et accéder à l'orthographe des mots, justement. Si on parle effectivement maintenant un peu plus éducation et sensibilisation à l'accessibilité numérique, il est indispensable évidemment que les jeunes générations soient sensibles à ça. Moi, je vais beaucoup dans des écoles intervenir pour sensibiliser les jeunes à l'accessibilité numérique. Ça permet aussi d'ailleurs de capter des talents de ces écoles en situation de handicap, puisque le fait qu'ils entendent parler de solutions accessibles et que Microsoft, par exemple, est sensible au sujet, on a davantage de candidatures de ces jeunes auprès de l'entreprise. Donc c'est plutôt bénéfique. Et puis, le simple fait aussi de former, de sensibiliser à l'accessibilité numérique. On parlait tout à l'heure du recrutement de talents. On a des entreprises qui recherchent, entre guillemets, des talents, mais qui ne trouvent pas ces talents à recruter. À partir du moment où on leur dit créer un environnement digital accessible et ces talents en situation de handicap pourront vous rejoindre, ça leur permet, entre guillemets, d'aller aussi dans le bon sens sur cette thématique-là. En ce qui concerne la formation, puisque chez Access 42 nous donnons des formations, il est important pour nous que l'accessibilité numérique et la sensibilisation à l'accessibilité numérique soient prises en compte un peu comme un fil rouge dans les formations, aussi bien initiales que continues. Par exemple, quand on vous forme à la création de sites web, au développement de sites web, ou à la communication, ou à la contribution, etc. Dire, comme c'est le cas pour la sécurité, comme c'est le cas pour la protection des données, qu'il faut prendre en compte l'accessibilité numérique tout au long de la formation. C'est-à-dire que la sensibilisation ne doit pas se faire en 1 heure, comme ça, dans l'année. Donc les étudiants et étudiantes en entendront parler juste une seule fois, mais que les personnes qui enseignent soient elles-mêmes formées et lors des cours mettent en fil rouge l'accessibilité numérique pour que les étudiantes et les étudiants comprennent en quoi c'est nécessaire et indispensable de faire des sites accessibles. De plus, en ce qui concerne le support de formation, il faut que celui-ci soit lui-même accessible pour qu'une personne qui a un handicap puisse assister à la formation comme tous les autres étudiants. Oui, c'est d'ailleurs un problème, puisque en fait, l'accès aux études pour des personnes en situation de handicap peut mettre en évidence des difficultés. Alors d'un côté, on a des entreprises qui cherchent à recruter des Bac+5, et de l'autre côté, on s'aperçoit finalement que le nombre de personnes en situation de handicap qui peuvent faire leurs études, parce que leurs études sont réellement, entre guillemets, inclusives, est relativement limité. Donc il faut notamment sensibiliser les jeunes, effectivement, mais aussi toutes les équipes on va dire éducatives, de façon à s'assurer qu'ils soient en capacité d'intégrer davantage d'étudiants en situation de handicap et leur permettre de développer leur potentiel. Alors sur la communication inclusive, ça concerne à la fois les équipes en charge de la communication. Quand on organise un événement, par exemple, et qu'on veut qu'il soit inclusif, il faut s'assurer que le formulaire d'inscription va demander si la personne a des besoins particuliers ou non. Donc ça concerne effectivement ces équipes, mais ça va aussi concerner finalement les personnes qui produisent des documents. Dans les outils Office, on a par exemple un vérificateur d'accessibilité qui permet de contrôler si un document Word ou si une présentation PowerPoint par exemple est accessible, de façon à ce que lorsque le PowerPoint ou le document Word est envoyé, ça soit garant, on va dire, de son accessibilité. Et puis, ça va concerner aussi toutes les personnes qui participent à des réunions. Il y a des façons de participer qui vont être plus inclusives ou moins inclusives. Si on a par exemple des personnes malentendantes ou non entendantes dans une réunion, le simple fait de pouvoir, par exemple dans Teams, activer les sous-titrages, ça va permettre d'être plus inclusif.
On peut aussi d'ailleurs dans Teams aujourd'hui rajouter des sous-titrages avec de la traduction. Donc là, on est sur l'inclusion de personnes qui ne parleraient pas la même langue que l'auditoire, entre guillemets. Donc grâce à ça, on est un peu plus inclusif. Alors, ce à quoi il faut penser aussi dans la communication et dans l'accès aux événements, c'est que souvent tout a été pensé pour que l'événement soit accessible, mais il ne faut pas oublier, si on s'y rend physiquement, l'accès physique à l'événement, c'est-à-dire vous rentrez dans le bâtiment. Déjà tout à l'heure nous avons une porte tournante, ce qui posait un problème pour le chien qui a peur de la porte tournante, mais du coup peut-être pour la personne en fauteuil aussi qui aura du mal à rentrer dans le bâtiment ou qui... Il faut penser aussi aux toilettes, qui sont un élément important quand on a plusieurs heures de réunion. Et donc, penser que ces toilettes doivent être accessibles. Et puis après, l'orientation dans le bâtiment, parce qu'il c'est bien d'arriver à l'accueil, mais comment on fait quand on ne voit pas, quand on n'arrive pas à lire suffisamment les panneaux parce qu'on les voit mal, à se diriger jusqu'au lieu de la réunion. De plus, donc, quand on est à distance sur une réunion Teams, ou même en physique, il faut bien penser à regarder la caméra en face, l'écran en face, et peut-être aussi baisser son masque pour les personnes sourdes, puisque si vous avez un masque sur les lèvres, les personnes qui lisent sur les lèvres ne pourront pas lire ce que vous êtes en train de dire. Oui, complètement en phase. D'ailleurs, sur un aspect événementiel, une fois qu'on a travaillé cette accessibilité, il faut aussi indiquer aux participants que l'événement est accessible, parce qu'en définitive, moi j'ai eu trop souvent des demandes de personnes sourdes ou malentendantes qui me disaient moi je ne viendrai à l'événement que si je suis sûr d'avoir un sous-titrage ou si je suis sûr d'avoir une personne qui va parler la langue des signes, sinon ça ne sert à rien que je me déplace. Donc il y a aussi cet aspect de communication sur l'effort que l'on a fait en termes d'accessibilité à l'événement. Et ce à quoi il faut veiller également, dans le sous-titrage par exemple, c'est souvent, on a vu ça dans les réunions, dans les discours politiques de nos chers candidats à la présidentielle, c'est que les sous-titres étaient décalés par rapport à ce que la personne disait, donc ça arrivait soit trop en retard, soit en avance, et parfois les personnes avaient du mal à voir qui était en train de parler, et donc il faut bien signaler tout ça.